Sans perdre de temps, je vais vous dire quelques mots sur cette question du multilatéralisme. Alors, assembler multilatéralisme, mondialisation et développement durable, c'est évidemment aujourd'hui, on l'a vu à l'écoute des débats depuis ce matin, j'ai cherché à comprendre le fonctionnement de la planète, de chercher à le comprendre depuis un point donné, disons pour simplifier depuis Skirrat, jusqu'à englober l'ensemble des relations internationales, à partir à la fois des faisceaux de territoire, des faisceaux maritimes, on a beaucoup parlé ce matin, des faisceaux historiques et géographiques, politiques et identitaires, sociaux et économiques, culturels et environnementaux. On a, vous l'avez compris, dans un contexte de mondialisation et de multilatéralisme, et de surcroît, dans une perspective de développement durable, tout est mêlé, quelque part embrouillé, mais nous allons tenter de démêler un petit peu cette chose-là. Alors, le Maroc est un excellent laboratoire d'exploration, parce que c'est à la fois une contrée méditerranéenne et atlantique, d'Orient et d'Occident, de modernité et de tradition, développée avec quelques poches de sous-développement, démocratique dans son exercice politique avec quelques cul-de-sac d'ancien régime, islamo-arabe et de recherche d'universalité des valeurs. Vous avez compris que nous sommes là dans un lieu qui permet d'explorer et la mondialisation et le multilatéralisme et le développement durable. Alors comment faire que cette translation du local, alors dépassons Skirrat maintenant et prenons le Maroc en général pour aborder la planète dans le cadre de ces problématiques, c'est-à-dire multilatéralisme, mondialisation et développement durable. Et c'est là, à mon avis, où je voudrais d'emblée dire qu'il y a des choses indispensables. Il faut un cadre de référence partagé, sans concession et sans heurts. Il ne faut pas croire qu'on va passer de l'unilatéralisme au multilatéralisme par un miracle. Il n'y aura pas de miracle, il faudra construire ce cadre. La seconde chose, je pense que ce qui manque le plus à la mondialisation, c'est une structure. Il n'y a pas de structure de référence aujourd'hui et de principe. Les références que nous avons, culturelles, politiques, sociales, économiques, ont été balayées comme des feuilles mortes par vent mauvais avec la crise actuelle du capitalisme. Et alors que nous savons qu'il n'y a aucune alternative à la mondialisation et au multilatéralisme qui lui est lié, il n'y a pas aujourd'hui de cadre politique d'inspiration commune et consensuelle. La démocratie, qui reste une référence, est contestée ici et là. Ce n'est guère mieux au niveau des institutions. Je sais qu'on a parlé de FMI, de Banque mondiale, les Nations unies, mais tout cela existe sans s'imposer à des souverainetés égoïstes et quelquefois à des agressions. Alors ce constat que je suis en train de faire, qui est un peu douloureux, trouve sa justification dans tous les domaines. C'est là où ce matin j'ai pu dire à Elliot Abrams qu'il manquait aujourd'hui une instance internationale et supranationale pour préserver l'environnement. Copenhague doit être plus qu'une chambre d'enregistrement où notre ami chinois pourra discuter avec notre ami américain sous l'œil des Européens et des Africains. Il n'y a pas de gouvernance économique planétaire aujourd'hui dans la mesure où un progrès économique qui s'accompagne d'une casse sociale n'est pas un progrès économique. Il vient d'être republié en France la grande transformation de Karl Polanyi. Certains connaissent ce grand économiste, ça a été écrit en 1944. Et il montre avec justesse que les progrès économiques se sont souvent accompagnés de désastres sociaux et que ces progrès économiques qui s'accompagnent de désastres sociaux finissent non seulement comme des trous d'air, comme ça a pu être dit, mais comme des trous d'air où l'avion finit par chuter. Et par ailleurs, je pense que sur la question des droits de l'homme, il y a besoin aussi d'avoir une structure institutionnelle. Même les États-nations ont aujourd'hui quelques difficultés
à exister face à la crise. C'est vrai qu'il y a eu des réactions au niveau du G20 et de diverses institutions, mais il y a aussi la tentation du protectionnisme, il y a la tentation du nationalisme, il y a de l'égoïsme économique. Ce sombre tableau, si vous voulez, est-ce qu'il est possible d'en modifier le cours? Est-ce qu'il est souhaitable de le faire? Et est-ce qu'on peut aller dans cette direction? Alors, je vais paraître naïf. N'étant pas d'un naturel optimiste, je répondrai 3 fois oui, que c'est possible, mais en ajoutant 3 fois des réserves. Je me rangerai dans la catégorie, disons, d'un septimiste optimiste. Pour ceux qui connaissent le grand écrivain arabe israélien aujourd'hui décédé, Émile Habibi, il a écrit un très beau livre qui s'appelle « Un pessimiste ». Je suis dans cette catégorie, c'est-à-dire à la fois optimiste, mais en restant sceptique. Alors je vais vous dire, à partir de ma trilatéralité, d'un exemple tricontinental, sur quoi je me fonde pour nourrir cet optimisme qui soit sceptique. Je vais explorer à la fois la question du leadership américain, la question du monde arabe et la question de l'Europe pour chercher une conclusion multilatérale. En ce qui concerne le leadership américain, quel avenir pour le leadership américain? Je pense que la chute du mur de Berlin en novembre 1989 a marqué l'apogée de l'hyperpuissance américaine. Mais les attentats du 11 septembre 2001 ont ébranlé le leadership de la puissance américaine. Car l'Amérique s'est retrouvée confrontée à une série incontrôlée d'événements à la fois mêlant le religieux avec l'islamisme, l'économique avec la crise financière, le terrorisme avec l'Afghanistan et l'Irak, la prolifération nucléaire avec l'Iran et la Corée, et l'environnement avec le réchauffement climatique. Dans ce cadre-là, la démocratie dans les relations internationales et face à cette montée des périls ne doit pas et ne peut pas rester une idée abstraite et d'exportation comme ont pu les penser à la grande époque les stratèges de l'impérium ou de l'impérialisme américain. C'est une vision absconse et anachronique qui a germé chez certains stratèges nord-américains qui s'inscrit dans ce que Raymond Aron appelait la religion de la domination. Ils ont pensé qu'un unilatéralisme conquérant pouvait résoudre toutes les crises et finalement, face à toutes ces crises, on a vu dans quelle impuissance le monde s'est retrouvé au moment du 9 septembre, du 11 septembre. Les États-Unis demeurent certes une grande puissance, probablement la plus influente encore au XXIe siècle, mais l'unilatéralisme américain et son oxymore démocratique sont à ranger parmi les échecs patents d'une mondialisation égoïste et d'un monde sans qualité. La mondialisation doit induire le multilatéralisme, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, par les mobilités qu'on observe partout, par les frontières qui sont franchies, légalement ou illégalement, par les biens et les personnes. La lutte transfrontière concernant le terrorisme montre que les coopérations entre les pays doivent se faire de manière transfrontalière. La protection internationale de l'environnement ne saurait s'arrêter aux frontières. Le développement durable de la planète et la globalisation des échanges économiques nous conduisent à aller vers ce multilatéralisme. Je pense que l'élection de Barack Obama aux États-Unis est une conséquence de cet échec patent de l'unilatéralisme. Est-ce que le multilatéralisme sera la politique américaine de demain? Je l'espère et je le souhaite. Je pense que par le multilatéralisme, l'Amérique peut reconquérir un leadership, mais je n'en suis pas sûr. Et concernant le leadership américain et ce qu'il en sera demain, je resterai sur cette interrogation « wait and see ». Le deuxième point que je voudrais aborder sur la question du multilatéralisme, c'est le monde arabe, ou plutôt islamo-arabe, et dire que ce monde-là est confronté à un phénomène spirituel et culturel
que j'appellerais la renationalisation de l'islam. Le monde arabo-musulman est au cœur de la mondialisation, c'est incontestable, mais le multilatéralisme n'est pas toujours ou pas encore la voie qui est empruntée, à l'exception notable de quelques pays comme le Maroc. Mais nous apercevons que l'islam fait retour partout où il y a du monde musulman et en pays arabes. Mais également, il y a ce retour dans des contrées à dominante chrétienne, orthodoxe, bouddhiste et laïque. L'islamisation des sociétés arabes, également perses et turques, d'Asie centrale ou du Pacifique, s'observe à la fois par des phénomènes d'inclusion sociale et culturelle, mais également d'exclusion. Les pays arabo-musulmans ou simplement musulmans sont donc là, immergés dans cette renationalisation de l'islam qui consiste à établir ici et là des passerelles entre le pouvoir politique et des organisations ou des partis islamiques pour intégrer soit des prescriptions religieuses, soit des prescriptions sociales dans la gestion de la cité. Cette dynamique est à l'œuvre au Maghreb. Elle s'appuie sur la capacité caritative des uns pour socialiser les autres et revigorer la cohésion sociale. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait une erreur d'exclure ces questions religieuses du débat politique. Et cela d'autant plus que cette islamisation, si je puis dire, exige une adhésion populaire et des investissements culturels et financiers nationaux et extranationaux qui existent. Elle est encouragée par une médiatisation endogène et exogène. Regardez le succès des chaînes satellitaires arabes, pas seulement Al Jazeera. La renationalisation de l'islam se nourrit également de sentiments nationalistes qui entraînent à la fois des problèmes d'exclusion sociale, mais de développement économique, de démocratie politique et quelquefois de difficultés géostratégiques. En disant ce point-là, je pense que les ressources en hydrocarbures, quand elles existent seules dans un pays, ne sont pas forcément une bénédiction pour ce pays. L'Algérie ou l'Iran, mais c'est vrai d'autres pays comme le Venezuela, viennent soutenir un patriotisme intérieur et un nationalisme à usage extérieur sans arriver à frayer un développement économique durable dans leur propre territoire, dont ces pays ont pourtant les moyens financiers et humains. Croyez-moi, je connais ces pays et je sais leur capacité culturelle. Alors, les pays musulmans ou arabo-musulmans participent aujourd'hui de la loi commune engendrée par le brassage des populations. Regardez, nous sommes là au Maroc et nous avons là le même brassage que nous aurions et que nous avons à New York. C'est ça qui paraît extraordinaire. La globalisation des économies et le commerce des idées se situent aujourd'hui de la même manière à Casablanca qu'à Wall Street. Reste à concilier, si je puis dire, la réappropriation nationale de l'islam, inexorable dans de nombreux pays, mise à l'œuvre avec succès ici et là, avec une société mondialisée par des jouissances individuelles, par la dialectique de ce que j'appellerais le masculin-féminin, c'est-à-dire la place des femmes dans la société, l'aspiration au développement, le multilatéralisme dans les relations internationales et un dialogue religieux prônant la non-substitution théologique, c'est-à-dire un Dieu unique pour les trois religions monothéistes, mais sans substitution, mais avec des interprétations libérales. Autrement dit, la question du religieux s'impose aujourd'hui et fait partie du débat politique. Regardez l'influence que peut avoir le voyage du pape au Proche-Orient et comment l'interprétation politique peut être médiatisée. Autrement dit, je voudrais terminer sur la question du monde arabe en disant qu'au sein du concert des nations,
plus les pays arabo-musulmans participeront de la vie internationale et mieux se portera la gouvernance de l'univers et son levier géostratégique, autrement dit le multilatéralisme. Quant au levier culturel qui sert de soubassement à la démocratie et permet au concert des nations un dialogue politique non assujetti aux pressions religieuses, il a pour expression laïque, si je puis dire instituante, la laïcité ou l'altérité instituante. Le monde arabo-musulman doit s'inscrire également dans cette dynamique et je pense qu'en rejoignant la voie multilatérale, le monde arabo-musulman trouvera toute sa place dans la mondialisation et cette voie multilatérale n'est l'exclusive de personne. Troisième pôle de cette trilatéralité ou de ce côté tricontinental, l'Europe. Eh bien, je pense que pour l'Europe, je serai peut-être le moins optimiste. L'Union européenne est aujourd'hui confrontée à plusieurs problèmes. Problèmes géographiques, problèmes économiques et problèmes identitaires. Le non-succès des élections européennes aujourd'hui dans nos pays de l'Union européenne témoigne des difficultés qu'a l'Europe aujourd'hui à exister dans ces différents domaines. À l'est de l'Europe, l'ouverture est désormais problématique du fait de l'influence russe renaissante. Je ne m'attarderai pas là-dessus, le phénomène est bien connu. Au sud, le problème de la Turquie va durer, c'est mon sentiment, plus d'un quart de siècle, tant il soulève des polémiques identitaires, voire religieuses, que personne ne sait résoudre parce que se mêlent et des facteurs démographiques et socio-culturels et socio-économiques non résolus. Sur le plan économique, je ne serai pas non plus optimiste. Le constat est évident face à l'Asie émergente et de quelle manière, d'ailleurs, on a vu à quel point la prestation du représentant chinois a soulevé les passions, si je puis dire, même au cours du débat, face à un monde arabo-musulman qui recherche la prospérité et quelque part veut retrouver une place qui serait la sienne dans la mondialisation, face à une Amérique avec Obama en quête de leadership, eh bien, l'Europe cherche péniblement à préserver son modèle social, exceptionnel à tous égards, mais trop coûteux, trop exigeant. Et sur le plan économique, l'Europe est aujourd'hui confrontée à de graves difficultés économiques et en témoigne avec quelles difficultés l'Europe a du mal à trouver une politique énergétique commune. Je pense que l'Europe ne reconquérera un leadership socio-culturel à l'échelle des nations que si ce continent, à son tour, est capable d'emprunter une voie multilatérale. Et cette voie multilatérale, elle passe par ce que j'appelle l'altérité instituante, et c'est mon point de conclusion. Qu'est-ce que c'est que cette altérité instituante? Pour l'Europe, c'est une renaissance culturelle dans l'esprit du XVIIIe. C'est-à-dire il faudrait une renaissance XVIIIemiste lorsqu'il y a eu les Lumières, mais cette fois les Lumières ne seront plus uniquement européennes, mais des Lumières qui viendraient de tous les continents. Alors, le multilatéralisme nous amène à repenser un monde d'altérité à l'échelle des nations en vue de construire un ordre international, si possible, le moins conflictuel possible. Alors, il faut aider à repenser la question identitaire aujourd'hui, et ça va être le sujet de la table ronde. Il ne faut pas nier que la question identitaire s'impose partout, mais il faut aussi placer son examen sous le regard de l'autre. C'est-à-dire que la question identitaire de l'Occident doit être croisée avec le Sud. On doit croiser l'Est et l'Ouest. La laïcité, telle que nous l'avons connue et telle qu'elle nous vient du XVIIIe, des Lumières, cette laïcité devra s'enrichir aujourd'hui de l'altérisation de ces contenus culturels. Le multilatéralisme ou la mondialisation oblige à repenser la laïcité de telle manière à avoir une nouvelle laïcité
qui correspondent à la mondialisation. Je pense que ça oblige les Nations unies et les grandes organisations internationales à construire un programme de civilisation comparée. Aujourd'hui, la paix dans le monde, ce n'est pas uniquement l'équilibre de la terreur ou la lutte contre le terrorisme, c'est également de mettre la culture en débat et en échange. Le multilatéralisme des nations pourrait faire œuvre d'altérité instituante pour les cultures du monde, embrassant l'Occident à l'Orient, l'Est à l'Ouest, le Sud au Nord. Je conclurai avec ça. L'altérité instituante, aujourd'hui, c'est choisir une voie politique qui viendrait nouer différemment de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant tous les ingrédients qui ont constitué des conflits pour dégonfler, si je puis dire, les tensions et permettre à ce que l'humanité puisse coexister et cohabiter en donnant, si je puis dire, et en reconnaissant des droits égaux à tous les contractants. Sentimentalement, qu'on peut permettre de dire que ces droits égalitaires à tous les contractants, je les souhaite d'abord dans les zones en conflit, naturellement dans la contrée limitrophe au Sahara, mais aussi un peu plus loin entre Israéliens et Palestiniens. Le multilatéralisme, c'est une altérité instituante. C'est quelque chose à construire, ce n'est pas quelque chose qui est là devant nous. Il faut que la libre contrainte, légitimée par la loi, engage les pays, les peuples, les cultures, les économies et les religions à un dialogue des civilisations sur des bases et de tolérance, avec des échanges pour corriger les inégalités et autres asymétries de développement et permettre de s'attaquer à la tyrannie partout où elle se trouve. Le multilatéralisme, c'est une loi des nations, une nouvelle loi, qui va essayer de distiller un parfum de gravité à l'encontre des égoïsmes de la mondialisation que nous avons connus. Alors, j'ai brossé un petit peu ce tableau de la mondialisation, du multilatéralisme et du développement durable comme une ambition pour notre époque. Je pense que c'est un objectif indispensable aujourd'hui à tenir. Je pense qu'on parle trop d'équilibre de la terreur, on parle avec justesse de lutte contre le terrorisme, mais il faut que ces notions d'identité et de culture soient également au cœur du débat des nations. Et ça me permet d'introduire la table ronde qui nous fait nous réunir aujourd'hui, et je l'introduirai par une simple phrase que je dois à un écrivain français Jacques Ellul, qui disait « Aucune société ne peut subsister sans un ensemble de croyances communes et sans idéologie qui donne une raison de rester ensemble. » Et je dois dire que cette idéologie, ce creuset culturel, ce creuset social, c'est la meilleure manière de vivre ensemble.